C'est l'autre grande loi phare du quinquennat de François Hollande, après le mariage pour tous, le mariage des régions, lancé en janvier 2014. Les collectivités seront également incitées et invitées à se rapprocher. Les régions d'abord, dont le nombre peut aussi évoluer. Voici la nouvelle carte de France. Il n'y a plus 22 mais 13 grandes régions. Derrière ce découpage, des tractations, des blocages, mais aussi quelques mariages d'amour. L'objectif, c'est qu'on soit prêt. Et donc, on a une année pour préparer. Toucher au territoire, c'est aussi ouvrir la boîte de Pandore. François Hollande veut prendre ce risque. Il faut bien que le peuple se bouge, sinon les politiciens ils font ce qu'ils veulent. On perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup d'efficacité avec ces solutions, c'est une mauvaise idée. Entre les Alsaciens, irréductibles Gaulois qui veulent faire cavalier seul, et les partisans d'une vaste Bretagne réunifiée, le débat tourne parfois au casse-tête. En quelques mois, pas moins de 4 versions de la carte vont être mises sur la table. Aucune carte ne fera jamais l'unanimité. Le consensus total n'existe pas. Nous allons vous raconter le parcours chaotique de la réforme territoriale jusqu'à son adoption définitive par le Parlement en décembre 2014. Après l'échec de la gauche aux municipales et aux européennes du printemps 2014, François Hollande a besoin d'une réforme emblématique pour relancer son quinquennat. Il joue alors son va-tout avec la réforme territoriale. Objectif, simplifier le millefeuille administratif. Une réforme nécessaire et plutôt bien perçue par les Français. Le 3 juin, il publie une tribune dans la presse régionale avec une nouvelle carte de 14 grandes régions. Principale condition, on ne détache pas un département de sa région d'origine. Réaction immédiate, on l'accuse de l'avoir dessiné en une après-midi sur un coin de table au gré des caprices de certains barons socialistes. Hervé Lebras est démographe. Auditionné par le Sénat, il regrette surtout que l'Élysée n'ait consulté aucun expert. Ça s'est tramé dans un très grand secret, ou du moins ça s'est tramé au sein d'un univers politique très étroit, donc je ne peux pas dire, moi je n'en ai eu que des échos vraiment parcellaires, mais je peux vous donner un exemple d'écho. Le lundi à midi, la région des Pays de la Loire était regroupée avec la région centre. On faisait une grande Loire, si vous voulez, d'Orléans à Saint-Nazaire. Et à 7 h du soir, la région des Pays de la Loire était mise avec le Poitou. Et on m'a assuré que c'était sûr, c'était acté, et on me demandait mon avis, qui a d'ailleurs été négatif. Et puis, à 8 h, j'ai eu un coup de téléphone des gens des Pays de la Loire, avec qui je suis en relation depuis longtemps. Ils m'ont dit non, maintenant, on vient d'apprendre qu'on restait seul, qu'on restait la région des Pays de la Loire. C'est donc une indication que ça s'est fait vraiment dans une précipitation. Un découpage arbitraire, mais vous allez le voir dès le départ en 1954, la création des régions a déjà un caractère arbitraire. Ici, vous avez Nantes, vous avez la Mayenne, vous avez la Loire. Leur père, c'est 7 hommes. Serge Antoine, à l'époque jeune énarque à la Cour des comptes. Le gouvernement le charge de dessiner ce nouvel échelon administratif. Il s'appuie notamment sur les découpages de l'armée ou des eaux et forêts, un travail qui lui prendra près d'1 an. Je me suis rendu compte que c'était très difficile de travailler parce que chaque administration n'avait pas le même découpage de la France. Certains avaient découpé la France en 8 grandes régions, d'autres en 25, comme la conservation des eaux et forêts. Et si certains mariages vont de soi, d'autres relèvent de critères plus étonnants, comme le trafic téléphonique. Si la Lozère téléphone plus à Montpellier et moins à Marseille, je l'ai rattaché à Montpellier. Finalement, 22 régions sortent des cartons. Leurs compétences sont alors purement administratives. Pour qu'elles aient du pouvoir, il faudra attendre les lois de fer de 1982 et des élections au suffrage universel direct en 1986. Depuis, la réforme du territoire est un serpent de mer. Beaucoup de dirigeants politiques s'y sont frottés, du général de Gaulle Vive la République à Nicolas Sarkozy. Il s'agit d'une simplification et d'une amélioration considérable. Mais ce n'est pas une solution simpliste.
C'est une solution qui fait fi des querelles sans fin et sans issue entre les pro-départements et les pro-régions. Ce n'est ni la mort des régions, ni celle des départements, c'est l'émergence d'un pôle région-département doté d'un élu commun. Vraiment, plus je travaille, plus je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. C'est désormais au tour de François Hollande de mettre cette réforme sur la table. Le président de la République brandit deux arguments: créer des régions de taille européenne et faire des économies. Des arguments pas convaincants pour certains. Direction Auvergne et Rhône-Alpes, deux régions motivées par leur futur mariage. Pour les synergies, oui, mais pas pour les économies. Une réforme de cette nature-là qui se met en place, il n'y a pas des gisements énormes d'économies. Il faut arrêter de propager cette idée. Je ne vois pas comment on peut faire la moindre économie dans un délai minimum de 5 ans. D'autant plus qu'il va falloir harmoniser le régime indemnitaire des différents personnels de Rhône-Alpes et d'Auvergne. Bon, le régime indemnitaire de Rhône-Alpes est beaucoup plus favorable que celui de l'Auvergne. On n'imagine pas qu'on aligne vers le bas. Il ne faut pas voir l'union des régions comme la chasse aux fonctionnaires. Pas question de faire la chasse aux fonctionnaires, leurs emplois sont préservés. Pas question non plus de supprimer un des hôtels de région. Celui de Rhône-Alpes restera le siège de la nouvelle entité. Quant au conseil régional flambant neuf de Clermont-Ferrand à 80 millions d'euros, inauguré en juin 2014, il gardera des fonctions administratives et abritera les directions pour l'agriculture et le numérique. Bref, pour les économies, il faudra donc attendre. D'ailleurs, le gouvernement n'a avancé qu'un seul chiffre officiel. C'était en juin 2014 à travers la voix d'André Valigny, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. On peut arriver à une dizaine de milliards d'euros d'économies. Parce que 10 milliards d'euros, c'est à peu près 5% de la masse globale des collectivités locales. La masse globale des budgets des collectivités locales, c'est 250 milliards. Depuis, le gouvernement a fait machine arrière. Et les rares études d'impact existantes montrent qu'il n'y aura guère d'économie à la clé. Comme cette analyse de 2008 commandée par le Conseil régional de Haute-Normandie. Ses conclusions, le mariage entre la Haute et la Basse-Normandie coûterait jusqu'à 15 milliards d'euros. Dans les 10 premières années, la fusion ne serait rentable qu'au bout de 25 ans. Il y a peut-être un petit peu d'optimisme sur la mutualisation et les économies d'échelle qui peuvent résulter des fusions. Si on prend l'exemple des lycées, vous avez des lycées en Basse-Normandie, des lycées en Haute-Normandie, vous n'allez pas les regrouper pour faire des économies d'échelle. Pas très convaincant donc cet argument des économies. Autre motif invoqué par le gouvernement, créer des régions de dimension européenne. Dans ce débat important, il y avait deux éléments. Avoir moins de régions pour essayer d'avoir des régions de taille dite européenne. Pour mieux compter en Europe, et c'est plus que jamais à cette échelle que nous devons raisonner, nos régions ont besoin d'une taille adaptée aux enjeux économiques. Et là encore, un argument balayé par les experts. Sur les régions européennes, ça n'a pas de sens. Tous les commentateurs ont montré, les régions européennes sont très diverses. Vous savez qu'actuellement, 8 des 16 régions allemandes sont moins peuplées et sont plus petites territorialement que la plus petite des régions françaises qui vient d'être découpée et qui est la Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire qu'il y a 8 régions allemandes qui ont moins de 2 800 000 habitants. Ça n'empêche pas ces régions d'être très efficaces économiquement. Donc il faut laisser de côté cet argument. La comparaison est un peu plus complexe que cela entre un pays fédéral et un État très jacobin. Mais peu importe les querelles d'arguments, François Hollande a décidé de frapper vite et fort avant les élections régionales de 2015. Le 18 juin 2014, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, présente sa loi en Conseil des ministres. C'est le premier volet de la réforme territoriale. Que contient-il ? Principalement la carte de François Hollande et un nouveau calendrier pour les élections locales. Le jour même, il est auditionné au Sénat, chambre des collectivités, et donc saisi en premier sur ce texte, comme le veut la Constitution. Connu pour son flegme, le ministre va très vite se heurter à une bronca des sénateurs de tous bords. Pour la première fois dans l'histoire de la République et peut-être de l'État français, parce que même sous l'Ancien Régime, ça ne se serait jamais produit comme ça, on a quand même eu des régions, des immenses régions,
qui ont été définis en une après-midi par les caprices de cour et non pas par une réflexion approfondie. Et si vous voulez vraiment, vous tenez absolument à des grandes régions, et que vous voulez des régions pertinentes, je ne vois pas en quoi le fait d'éventuellement séparer un département de sa région d'origine serait un tabou absolu qui serait absolument inviolable. Le ton monte rapidement, car les sénateurs ont une autre préoccupation, les élections sénatoriales du 28 septembre 2014. Le texte arrive au pire moment pour eux et le gouvernement leur impose d'aller vite. Ce que nous souhaitons, c'est ne pas attendre davantage. C'est prendre le risque d'essayer. C'est de faire des propositions qui ne sont pas un solde de tout compte, parce que dans cette Assemblée, les propositions ne sont jamais un solde de tout compte. Dès cet instant, deux camps vont s'affronter au Sénat à majorité de gauche. D'un côté, socialistes, verts et centristes, les défenseurs du texte. De l'autre, une alliance de circonstances entre communistes, UMP et radicaux de gauche qui va tout faire pour bloquer ce projet de loi. Premier grief, le calendrier. On ne souhaite pas un débat à la hussarde. Il faut effectivement prendre le temps de ce débat, y compris un débat public avec la population sera à mon avis absolument nécessaire. Et donc, par exemple, nous sommes effectivement contre les procédures d'urgence. Autre grief, le texte porte sur la carte, mais pas sur les compétences des régions. Les sénateurs accusent le gouvernement de mettre la charrue avant les bœufs. Si le gouvernement comprend qu'il vaut mieux attendre l'automne et le débat sur les compétences pour faire en même temps les compétences et la carte, eh bien, on travaillera ensemble au mois d'octobre. Mais on ne refait pas la carte d'abord et les compétences après. Des critiques également sur le fond. Les sénateurs de départements ruraux s'inquiètent de l'enclavement de leur territoire dans ces nouvelles régions, d'autant que le gouvernement a annoncé la suppression des départements d'ici 2020. Quand on fait de très grandes régions et qu'on supprime les collectivités de proximité, ça pose un problème considérable. Quand par exemple le département que je représente est rattaché à Lyon, Rhône-Alpes, à 11 heures de train aller-retour ou à 9 heures de route aller-retour, ça pose quand même un vrai problème. Dans les territoires aussi, la bataille s'organise. Certains ne sont pas du tout satisfaits du mariage que leur a concocté François Hollande. C'est le cas de la Picardie avec la Champagne-Ardenne. Le président de la région, le socialiste Claude Jewerck, fait campagne contre le projet. On nous dit vous allez vous marier avec Champagne-Ardenne et les Picards disent nous sommes Picards et nos cousins germains sont les Ch'tis. Je sens une opposition très très forte des Picards à aller se marier avec Champagne-Ardenne. Le conseil régional lui-même a donc lancé une campagne largement diffusée sur Internet. Il paraît qu'en Picardie, c'est le Moyen-Âge. C'est vrai, mais notre Moyen-Âge à nous, il est classé à l'UNESCO. Et c'est beau. Il paraît que la Picardie, on voudrait la faire disparaître. C'est vrai, mais on nous a pas demandé la permission. Et c'est non. Le 1er juillet, le texte arrive enfin en séance au Sénat. Mais les sénateurs opposés au projet de loi font de l'obstruction. Ils saisissent d'abord le Conseil constitutionnel, puis réclament un référendum. En vain. Est-ce que c'est vrai, on fait tout pour ralentir? Oh non, ça pas, de toute façon, c'est le gouvernement qui veut trop accélérer. Donc on le freine un petit peu, mais c'est normal, ça fait partie du jeu parlementaire. Enfin. Il y a toujours des gens qui feront des petites manœuvres. Ceux qui sont cons vont essayer de mettre des petits obstacles comme ça. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. La procédure parlementaire, les obstructions parlementaires, mais je connais ça par cœur. Jeudi 3 juillet, premier jour de séance. Le ministre Bernard Cazeneuve monte au front pour défendre sa loi. Mais là encore, les sénateurs opposés au texte font de l'obstruction dans l'hémicycle. La guerre d'usure commence. Peut-être que le calendrier, monsieur le ministre, n'est pas absolument génial quand la moitié des sénateurs de l'Assemblée sont renouvelables. Le président de la République, pourtant garant de nos institutions, nous demande de brader en une semaine notre organisation territoriale et 200 ans de notre histoire républicaine partagée. Je vous assure que votre réforme, si vous nous la confiez, vous la sortirez alors que vous-même, vous êtes aujourd'hui en situation très difficile pour sortir quelque chose de positif. La volonté du gouvernement, c'est que le débat ait lieu, c'est que la réforme se fasse, mais pas dans les approximations, dans les raccourcis, dans les amalgames. À la fin de la séance, le débat se poursuit dans les couloirs
à une heure avancée de la nuit. Une carte qui n'aura pas un consensus, une carte qui sera, pour ceux qui l'auront voté, pour le gouvernement, ce sera infernal. Vous avez vu la carte, vous avez vu la carte des cantons. Non mais faites le droit d'option pour les départements. Voilà. Vous réglez sur Le lendemain, deuxième journée de séance. Au cœur du débat, l'article 1er du texte, le découpage de la carte en grandes régions. J'espère que les sénateurs ne vont pas s'arrêter à l'article 1er, que le débat va pouvoir aller jusqu'au bout du texte. Ce serait utile pour le gouvernement, parce que je le répète, le gouvernement s'enrichit de tout ce qui peut se dire au Sénat, et ce serait utile aussi pour le Sénat de montrer qu'il a envie d'aller jusqu'au bout du débat, même si à la fin le texte est rejeté, qu'au moins on en débatte totalement. Le débat aura bien lieu, il faudra plus de 7 heures pour aboutir à un rejet du découpage des grandes régions. Les sénateurs ne sont pas prêts pour ce vaste Big Bang territorial. La carte n'était pas mûre, et ça arrange tout le monde de faire tomber l'article 1, puisque je crois que les désaccords traversaient les groupes dès qu'on rentrait dans le détail des fusions. Est-ce que la région centre allait avec les Pays de la Loire, les Pays de la Loire avec la Bretagne? On voyait que tout ça n'était pas encore mûr. C'est un sentiment de déception, de regret, parce que nous n'avons pas accompli l'œuvre que nous aurions dû accomplir. Le Sénat, Chambre des collectivités, aurait dû pousser ce texte, aurait dû améliorer la carte des régions. L'objectif, c'était de clarifier les compétences, c'était de faire des grandes régions, c'était de réaménager l'administration territoriale. Nous n'avons pas réussi à le faire. J'ai peur que le Sénat se soit tiré une balle dans le pied, et j'espère que les gens ne se poseront pas la question de à quoi sert le Sénat si nous n'arrivons pas à avoir une majorité transversale sur des sujets comme cela. Le Sénat est libre. Il est évident que cela gêne beaucoup tous les gouvernements, quelle que soit la sensibilité politique de chaque gouvernement. Et pourquoi il en est voulu au Sénat? Parce que le Sénat a l'habitude de travailler sur le fond et d'exprimer sa liberté dans l'intérêt de la République. L'élection régionale et départementale est modifiant. Le 23 juillet, l'Assemblée nationale se saisit du texte et vote une carte de 13 régions. Au nord, la Picardie est désormais mariée au Nord-Pas-de-Calais et plus à la Champagne-Ardenne, qui rejoint, elle, la grande région Est avec la Lorraine et l'Alsace. Enfin, à l'ouest, Limousin et Poitou-Charentes sont rattachés à l'Aquitaine. La région Centre reste seule. Dans les futures grandes régions, le chef-lieu sera fixé par décret sur avis des conseils régionaux. Pas facile de se mettre d'accord dans certains cas, comme entre Caen et Rouen. Caen. Ouais, moi je dirais Caen, direct. Rouen, Caen. Pour les élus haut-normands, les jeux sont faits. Au 1er janvier 2015, Rouen deviendra métropole sur l'axe Seine. Elle a donc tout d'une capitale. Il nous faut une locomotive et qui participe de l'entraînement de tous les territoires, encore une fois sans opposition avec l'ensemble de ce qu'elle doit contribuer à animer. Et nous avons là une métropole reconnue par le législateur, ni plus ni moins. Un choix contesté en Basse-Normandie. Pour le président du Conseil général du Calvados, Jean-Léonce Dupont, la métropole rouennaise accaparera tous les budgets au détriment de Caen et des communes alentours. Une grosse crainte, en particulier des Bas-Normands, c'est le risque de passer au-delà des effets bénéfiques. Si vous voulez, de ne pas être forcément dans du gagnant-gagnant, mais de regarder un développement qui aurait lieu sur l'axe Seine, qui partirait grosso modo de la région parisienne et de Paris, en passant bien sûr par Rouen et par Le Havre, et qui évidemment délaisserait la Basse-Normandie. Entre les deux agglomérations, la bataille de Normandie est loin d'être finie. La réforme territoriale va lourdement peser sur la campagne des sénatoriales, qui voit une large victoire de la droite le 28 septembre 2014. Prochaine étape, l'indispensable renouveau du Sénat. Le scrutin pour l'élection du président. Dans la foulée, Gérard Larcher est élu président du Sénat. Monsieur Gérard Larcher, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président du Sénat. Un de ses premiers gestes, c'est d'inviter l'exécutif à venir clarifier sa réforme devant les sénateurs.
c'est ici qu'est la Chambre des territoires. Non pas que nous dénions à l'Assemblée nationale sa responsabilité, mais qu'il était important que le gouvernement se sente bien qu'ici, quel que soit le groupe, la question des territoires est quelque chose de fondamental. Ça n'est pas le seul métier, entre guillemets, du Sénat, mais c'est important. Changement de majorité et changement d'état d'esprit parmi les sénateurs qui sont maintenant décidés à être acteurs de cette réforme. Sous la houlette du nouveau rapporteur, l'UMP François-Noël Buffet, ils parviennent à un accord. On a essayé d'être constructif, je crois, le plus possible pour que le Sénat reprenne la main sur, et la majorité sénatoriale nouvelle reprenne la main sur ce texte. C'était ça aussi le but politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous y sommes arrivés à cette première étape, encore faut-il maintenant emmener le texte jusqu'au bout. C'est déjà très positif quand même par rapport au débat que nous avons eu en première lecture où il y avait une volonté de bloquer, de ralentir, de saboter le travail législatif. Là, il y a vraiment une attitude très constructive et d'ailleurs on arrive quand même à voter un texte avec l'essentiel quand même de ce que veut le gouvernement. Les grandes régions, la date des élections, il y a juste sur la carte qu'il y a encore quelques divergences. Une carte avec 15 régions. L'Alsace obtient de rester seule avec un statut particulier et quitte la grande région Est avec Lorraine et Champagne-Ardenne. Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont désormais séparés. Un débat apaisé au Sénat, alors que certaines régions se préparent déjà à se marier, comme Auvergne et Rhône-Alpes. Leurs deux présidents ont mis au point un comité de pilotage. Président, oui, j'arrive de vous avez le Lyon Turin qui était sur. Tu es arrivé à quelle heure, toi, là il y a une heure. Ok. Formation professionnelle, cancéropole, train direct quotidien entre Lyon et Clermont. Les annonces se multiplient pour rationaliser et mutualiser les services avec un objectif, être prêt pour janvier 2016, après les élections régionales de 2015. Nous, l'objectif, c'est qu'on soit prêt. Et donc, on a une année pour préparer et de le faire dans de bonnes conditions. Et nous sommes donc très satisfaits du climat qui nous permet de faire ce travail de co-construction. Et pour prolonger ce que dit à l'instant Jean-Jacques, dans l'opinion publique aujourd'hui, notre sentiment, c'est que la population en a assez des querelles politiciennes qui alimentent les débats des radios tous les matins. Je pense que par rapport aux autres qui doivent fusionner, qui parfois sont en conflit sur tel ou tel sujet, nous avons la volonté de construire. Reste une inquiétude. Les territoires ruraux redoutent d'être oubliés dans ces grandes régions. Leurs maires manifestent devant le Sénat. Marchez avec nous, marchez avec nous. Ils demandent aux parlementaires de mettre la pression sur le gouvernement. Nous savons que l'esprit de la réforme aujourd'hui vise à supprimer les échelons de proximité pour aller conforter des échelons urbains supérieurs. Et nous pensons qu'on peut raisonner différemment, que la question c'est d'abord une question d'aménagement du territoire et ensuite une question d'organisation territoriale. Pour la deuxième lecture, Manuel Valls, invité par Gérard Larcher, explique sa réforme devant le nouveau Sénat, de droite cette fois. Mais les relations entre Manuel Valls et la Haute Assemblée sont loin d'être simples. Alsace. De quel coin de l'Alsace? Très bien. Bon, c'est un débat, vous allez voir, on va parler de l'Alsace. Allez-y, allez-y. Mettez-vous autour de vous, c'est un conseil municipal de jeunes. C'est un conseil municipal de jeunes? Très bien. On commence comme ça et on termine sénateur. Hein? Un grand oral qui va durer plus de 3 heures. À la sortie, le président du Sénat se félicite. Nous voyons que nous pouvons aller d'abord dans un vrai débat. On a donc rebasé les principes de la réforme territoriale. J'ai entendu un Premier ministre qui disait ce soir qu'il avait envie d'écouter, d'entendre le Sénat, et puis on verra nos convergences et nos divergences. D'autres dénoncent un jeu de dupes. Le Premier ministre donne des gages sur des réformes à venir, mais reste ferme sur le redécoupage. Nous avons besoin de clarté. Et, à mon sens, la carte votée à l'Assemblée nationale a ce mérite. J'ai reconnu le grand écart entre les discours et les actes chers au Parti socialiste. Des déclarations effectivement très positives, je vais écouter le Sénat, c'est important, les territoires.
Et puis, voilà, ma carte socialiste adoptée à l'Assemblée nationale, je vais l'imposer. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de ligne directrice. Il procède au coup par coup, au gré des circonstances, des humeurs des uns et des autres, et c'est tout. L'examen du texte se poursuit ensuite avec les 2 ministres en charge de la réforme. Encore 48 heures de débat avec les mêmes arguments souvent rebattus et des passes d'armes parfois violentes. Ayez un petit peu quand même le temps de la réflexion pour vous dire que les conséquences en termes de regroupement que vous ne voulez pas chez vous, elles seront ailleurs. Eh bien, défendez votre région, défendez votre projet. Ce que je vous dis, madame, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord et d'arriver aux mêmes objectifs de grandes régions élargies, madame. Simplement en ne méprisant pas les territoires et en faisant en sorte de ne pas les planter durablement, en mettant la charrue avant les bœufs. Non, mais la carte idéale, elle existe. Non. À condition de la faire autrement, c'est-à-dire faire les compétences avant. Mais non, même avec les compétences avant, tu n'arrives jamais à un accord total. Jamais. Si, avec moi-même, je suis toujours d'accord. Le président de la République, il est d'accord avec les mêmes. Donc la carte idéale, j'en ai. J'espère. Qui est pour cet amendement? Finalement, le Sénat adopte le même texte et surtout la même carte des régions qu'en commission. Un travail immédiatement effacé par les députés en 2e lecture. L'Assemblée revient donc à sa carte de 13 régions. Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont de nouveau mariés. L'Alsace réintègre la grande région Est, aux grandes dames des élus locaux. C'est le principal point de friction dans ce découpage. Les Alsaciens restent mobilisés jusqu'au bout contre ce mariage. Pourtant, les jeux sont faits. Nous voulons pouvoir décider librement de notre destin. Et nous ne voulons pas que ça se décide à Paris ou je ne sais où, des gens qui ne connaissent pas notre situation, qui ne nous connaissent pas et même qui nous méprisent, qui nous ignorent en général. Aucune carte ne fera jamais l'unanimité. Le consensus total, il n'existe pas. Il est très rare en politique, le consensus total. Mais sur une carte régionale, il est tout simplement impossible. C'est donc la carte voulue par l'Assemblée et le gouvernement qui est adoptée. Est-ce pour autant un échec pour le Sénat qui n'aura pas réussi à s'imposer dans le débat? C'est la Constitution française. L'Assemblée nationale a le dernier mot sur tous les textes. Et pas aujourd'hui, depuis des dizaines d'années. Donc voilà, c'est comme ça. Mais le bicamérisme, ça n'est jamais un parallélisme entre les 2 assemblées. Souvenez-vous, le Sénat a le premier mot. Et depuis la réforme constitutionnelle de 2008, c'est le texte de la Commission qui est examiné. Et nous avons le premier mot. C'est peut-être aussi important que d'avoir le dernier mot. Le Sénat aura tout de même enrichi le texte avec le droit d'option pour les départements qui souhaitent changer de région et une meilleure représentation des départements ruraux. François Hollande a réussi son pari. Le nombre de régions est divisé par presque 2. Il passe de 22 à 13. Dans la foulée, le président de la République s'attaque à la refonte des compétences des différents échelons prévus pour 2015. Un vaste chantier en vue de simplifier enfin le maillage territorial.